enlève pour parler en votre faveur, vous avez réussi. Que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Bonjour et bienvenue dans votre magazine qui d'actualité sociopolitique. Nous émettons depuis la République démocratique du Congo dans la ville-province de Kinshasa sur la chaîne PS-TV. Aujourd'hui, nous sommes là pour faire encore le décryptage de quelques points qui font de l'actualité tout au long de l'étendue nationale et pourquoi pas aussi internationale. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, Passim Olobeli devant la caméra. Je suis avec une dame avec laquelle on pourrait toutefois faire le décryptage, Madame Abigail, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour, Monsieur Passy. On a aussi notre invité spécial, Monsieur Diabanza, avec qui on va bel et bien faire le décryptage d'autant de points qui font l'actualité aujourd'hui. À qui j'ai dit encore bonjour, monsieur. Bonjour. En tout cas, c'est très heureux d'être encore devant vous. On va parler de notre thématique phare. 4 ans après la mort du défunt docteur Tshisekedi Ouamulumba. Est-ce le peuple congolais et le militant de l'UDPS se retrouvent ou pas? Et puis on va encore toucher la nomination du prochain chef du gouvernement. De quels critères doit-il faire ou doit-il avoir? Sans oublier la réouverture du projet de M. Chebia. Et puis les enquêtes et arrestations de l'inspection générale des finances. Pour ne pas oublier aussi la déclaration faite par M. Martin Fayulu Madidi, qui, selon lui, dans la conférence de presse, dit qu'il ne peut pas organiser les réformes parce que les institutions sont encore illégitimes. Je vous dis encore une fois, bonjour. Je donne la parole à Madame Abigail qui va bel et bien administrer la première question à notre invité du jour. Madame. Monsieur Diabanza, bonjour. Bonjour. Alors, 4 ans après la mort d'Etienne Tshisekedi, est-ce qu'un gain a gagné ou un gain ou un manque à gagner pour les militants des DPS ou les peuples en général congolais? Je crois que la question elle est pertinente, mais toutefois, il est important, avant de répondre à cette question, de comprendre, de saisir les objectifs définis par le père fondateur de l'UDPS. Le contexte sociopolitique était un contexte à l'époque dictatorial. Et les pères fondateurs de l'UDPS ont décidé qu'il fallait voir dans quelle mesure, pour le développement de la République, se battre contre ce qui était la dictature et voir dans quelle mesure il fallait réellement faire appel à la démocratie. C'est comme ça que l'UDPS a été créée. Et s'il faut répondre à la question, je me dis directement, aujourd'hui, il y a déjà un gain par rapport à notre peuple, car la liberté d'expression, bien sûr, c'est un idéal, mais dans le contexte actuel du pays, nous comprenons quelque part qu'il est facile pour nous réellement d'élever la voix contre, de donner librement sa liberté, de donner librement sa pensée. C'est déjà une bonne chose pour la République. Et en dehors de ça, je crois, depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, après la mort de tous les leaders, vous remarquerez quelque part que les structures disparaissent avec leur mort. Mais l'UDPS est l'une des premières structures sur le plan politique qui a su exister après la mort de son leader. C'est un gain pour le combattant de l'UDPS, car nous sommes le premier parti et nous pouvons réellement applaudir quant à cela. Et après la mort de notre leader, nous avons réellement fait aussi un autre pas de géant. Nous avons été capables réellement d'arriver au pouvoir. Donc du côté de l'UDPS, c'est un gain. Nous avons un instrument à caractère politique qui peut nous permettre réellement de définir nos ambitions. Même moi qui vous parle ici, je peux rêver de devenir président grâce à l'UDPS. Et aussi, le peuple se retrouve parce que le peuple s'est dit, notre combat, c'était pour la
la liberté d'expression et la démocratie. Et aujourd'hui, je dirais 38 ans après, il y a alternance pacifique au sommet de l'État. Donc à la magistrature suprême, vous trouvez réellement quelqu'un qui est arrivé au pouvoir grâce à son discours et non grâce à un coup de force. C'est la dividende réellement de taille pour la population congolaise. Merci beaucoup, M. Diabanza. Vous venez de parler d'un gain pour le militant de l'UDPS, c'est aussi pour le peuple congolais. Mais apparemment, s'il faut suivre aussi la logique ou l'idéologie du défunt Etienne Tshisekedi, il ne prônait pas seulement pour la liberté d'expression. Il parlait pour l'état des droits, il parlait tout autour dans ce je phare le peuple d'abord. Mais c'est comme si jusqu'à présent, l'UDPS est au pouvoir, le fils biologique et politique a le commande de la République, mais jusqu'à présent le social du peuple n'est pas toujours posé. Est-ce le slogan le peuple d'abord est toujours une chanson ou ça pourrait devenir une réalité? Très bonne question encore, je crois, mais je me dis il est important réellement que dans notre perception de choses, nous puissions inclure la dimension procédurale. Rien ne s'est fait sur cette terre des hommes sans le préalable. Il y a le préalable qu'il faut réellement remplir pour atteindre un objectif. Même dans une maison, quand il faut préparer, on fait le marché et après le marché, on essaye de laver la nourriture et puis après de cuire et c'est après que l'on peut présenter réellement le repas devant ceux-là qui vont manger. De la même manière, quand vous regardez la République, le Congo a été géré comme une gang pendant 60 ans. Ceux-là qui étaient au pouvoir, ils étaient en train de gérer réellement pour leurs intérêts. Mais dans le contexte actuel, quand nous sommes arrivés au pouvoir, le président Félix a en premier établi un diagnostic. De ce diagnostic, il a compris là où il fallait taper. Et j'ai suivi par rapport à vos thématiques. Vous étiez en train de parler tantôt de l'IGF. Et Luzo Lobambi, qui n'est pas de l'UDPS, l'a dit en 2015, à moins que je ne m'abuse, que 15 milliards, nous étions en train de le perdre chaque année parce qu'il y avait réellement coulage de recettes. Mais arrivé au pouvoir, le président a compris, c'est là où il fallait commencer. Et quand vous parlez du peuple d'abord et du social du peuple, soyez certains, c'est un processus. Et dans ce processus, nous allons finir par y arriver. Car il fallait en premier remettre le pays à la normale. Car le pays n'était pas géré comme un État normal. Vous allez faire cela quand, parce qu'il y a cela 2 ans, il y a eu des déclarations que le président a été bloqué par rapport à ses actions. Et il ne reste que 2 ans et demi pour le premier quinquennat. Et s'il faut réaliser les sociales du peuple congolais, vous comptez le faire dans le dernier mandat qui vous reste? Vous revenez réellement à la première étape de la question pendant que nous avons déjà évolué, parce que quand je pose le problème, je te fais voir en premier, il fallait nécessairement poser les diagnostics, faire bouger les choses. Et le président l'a dit de l'entrée en fonction qu'il va réellement déboulonner les systèmes. Et je t'ai dit que le Congo a été géré pendant 60 ans comme un gang. Et c'est ce gang-là qu'il fallait démanteler. Et c'est ce qu'il vient de faire. C'est ce qu'il vient de faire. Il a été capable réellement, en premier, quand il a établi le diagnostic, de voir dans quelle mesure il a donné la chance à nos amis du FCC si on pouvait réellement travailler ensemble. Malheureusement, ils sont restés nostalgiques. Et en restant nostalgiques, les présidents étaient dans l'obligation réellement de couper avec eux. Parce qu'on avait 2 perceptions de la gestion de l'État. De ces 2 perceptions, l'une a remporté. Et c'est la nôtre qui a réellement remporté. Et c'est la raison pour laquelle vous remarquez réellement qu'il y a rupture. Et après ces ruptures, il y a cassure entre la manière de gérer de la fois passée. Car l'IGF, c'est réellement l'instrument qui est en train de nous permettre aujourd'hui de remarquer que la manière de gérer est tout à fait différente. Il y a dénonciation parce que le président est animé par cette bonne volonté de vouloir réellement gérer par la transparence. Et après cela, ce qui sera la conséquence logique, on va accroître le budget. Le budget va quitter de 4 à 6 milliards pour 15-20 milliards. Et quand on aura un budget de 20 milliards, la problématique que vous êtes en train de poser sera résolue. Merci beaucoup. Vous venez de dire qu'il y a rupture, il y a cassure entre le président Félix Tshisekedi et le membre de l'FCC. Mais apparemment, selon ce que nous vivons, c'est comme si cette alliance continue à exister dans différentes formes. Parce que l'union sacrée, les gens sont venus adhérer, toute une ribambelle des politiques qui ont œuvré depuis les 60 ans dont vous venez de parler. Ils viennent encore adhérer à l'union sacrée. Vous ne voyez pas qu'il n'y a pas vraiment rupture ou cassure par rapport à ce
Quand vous êtes en train de prendre le problème, je n'hésiterai de le dire, la force d'un médecin, c'est les diagnostics, la force d'un politique, c'est les diagnostics sociaux. Okay. Il y a une certaine différence. La différence réside où? De l'autre côté, avant cette cassure, avant la rupture, il y avait un patron du FCC. Et le patron du FCC n'était pas animateur des institutions. Il était chez lui à Kingakati comme un dieu. Et à chaque fois, les animateurs des institutions devaient bouger. Ils devaient se référer à la position de la personne qui était de l'autre côté sans pour autant être animateur. C'était lui l'homme fort de leur camp. Okay. Autorité morale, comme on était en train de l'appeler. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qu'il y a eu? Les présidents ont cassé cette manière de faire. Nos amis du FCC sont libres. Ils ne travaillent plus pour un individu. Ils travaillent maintenant en premier pour la République au nom de leur regroupement politique. Et c'est comme ça que le président a négocié avec les 24 regroupements politiques qui ont accepté de répondre présent à l'Union sacrée par l'entremise de la personnalité à laquelle on avait confié la mission d'information. Bati Bukwebo, je cite. Merci beaucoup. Nous sommes en train de parler sur d'abord les 4 ans après la mort du défunt Tshisekedi Lumumba. C'est un 17 avril 2017 que Félix Tshisekedi fait son discours, juste après avoir été investi comme leader du parti. Dans son discours, il promet de continuer l'œuvre qu'a laissé son prédécesseur, qui est son père biologique. Il a promis d'élargir, d'organiser le parti, mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé dans son discours. Il fait appel aux partenaires politiques de venir faire route ensemble avec lui. Est-ce que vous ne trouvez pas que ça a été une autre idéologie que le défunt père n'avait pas au moment où il gérait le parti? Non. C'est pratiquement la même chose. Quand vous suivez l'histoire de l'UDPS, vous allez remarquer que même le président Tshisekedi, de heureuse mémoire, est resté ouvert aux collaborations, est resté ouvert aux alliances. À son époque, nous avons aussi connu l'union sacrée de l'opposition. Nous l'avons connu. On a connu plusieurs alliances. On a connu l'ASD à l'époque de Sun City. Réellement, le président Tshisekedi, à chaque fois qu'on devait avancer pour un objectif à caractère national, un intérêt de la République, il faisait appel à toutes les autres forces pour voir dans quelle mesure on pouvait réellement accompagner la dynamique, le dynamique qu'il était en train de mettre en place. Et de la même manière, le président Félix est en train réellement d'emboîter le pas du président Tshisekedi de heureuse mémoire quant à ce. Grand merci à vous, Monsieur Diabanza. Je suis en train de rappeler à nos téléspectateurs que nous sommes là pour toujours vous servir. En fait, parlons maintenant de la nomination du Premier ministre. La population a tant attendu. Là, c'est comme ceci, l'année scolaire académique 2021 risque d'être blanche. Jusqu'à présent, on n'a pas un gouvernement qui pourrait gérer la situation. Je ne sais pas si réellement l'année sera blanche ou pas. Maintenant, selon vous, le président a été bloqué dans ses actions par le gouvernement qui vient d'être tombé. Il nous faut un autre gouvernement. Quels sont les critères que vous pensez que le futur Premier ministre doit avoir pour vraiment faire ce qui est la volonté du président, marcher dans une même vision et répondre aux besoins de la population? Quels sont les critères que les prochains Premiers ministres peuvent avoir? J'ai beaucoup plus apprécié l'introduction de votre question. Quand vous avez commencé, vous avez dit le président était bloqué. Oui. C'est l'élément essentiel. Et partant de cet élément, ça nous permet réellement de projeter par rapport à la nomination du Premier ministre. Projeter pourquoi? Il y a un problème qui était en train de te poser. J'ai tenté réellement d'en parler tout au long de mon speech. Je vous fais voir que animateurs des institutions, mais ils étaient dans l'obligation de se référer à l'autorité morale. Même quand on a remarqué réellement Ilunga Nkamba mise en difficulté par le Parlement, il est allé voir Monsieur Kabila de l'autorité morale, c'est lui qui a fait que et dans son communiqué, il a dit je me réfère à l'autorité morale et à la communauté katangaise. Et pourtant, en tant que politique, il devait se référer réellement à la famille politique qui avait envoyé son nom. Parce que moi, quand je parle réellement de mon action politique, au nom du regroupement, au nom du groupe,
qui est réellement ma famille. Je ne parle pas du président Félix Tshisekedi, je parle de l'UDPS qui est mon parti. Et de la même manière, c'est ce qu'il devait faire. Et c'est cette dimension-là que nous avons combattue. Et cette dimension que nous avons combattue ne peut plus revenir. Si ça revient en surface, ça va encore nous mettre en difficulté. C'est l'élément majeur sur lequel réellement le président va tabler. La majorité doit être nécessairement la majorité du président Félix et c'est lui qui doit donner l'impulsion. 1. Et toute personne qui veut réellement travailler pour prendre place à la primature, il doit comprendre qu'il doit servir la nation par la personne qui a été votée et élue par notre patron qui est le peuple congolais. Le peuple a confié pendant 5 ans la mission de sa destinée entre les mains d'un seul individu qui s'appelle Félix Tshisekedi. Étant réellement la première institution président, j'estime que le Premier ministre doit servir le président de la République car le président étant dans le contexte actuel de notre pays, les serviteurs du peuple. Premier élément. Deuxième élément, un homme intègre. Intègre. Honnête. Non conflictuel. Et par rapport à ce que vous venez de donner, est-ce pensez-vous que ces critères peuvent être retrouvés au sein de l'UDPS? De quel parti politique ou quelle plateforme qui va toutefois aider le président à faire tout ce que vous venez de dire, s'il faut suivre la logique des choses? Cela dépendra réellement du chef de l'État et de tout la structure qui est en train de travailler réellement, le task force qui est en train de travailler réellement pour dénicher l'oiseau rare. Cela dépendra parce qu'il y a une dimension du pouvoir discrétionnaire du chef. Ils vont proposer et le chef va voir qui peut faire l'affaire. C'est parce que 2 ans jusqu'à présent, il n'y a rien qui marche, le peuple ne se retrouve pas. Nous n'avons plus vraiment besoin de ce discours-là parce que si aujourd'hui ces gouvernements ne tiennent pas, je ne sais pas si on parlera de quoi que ce soit. Deuxième volet, Union sacrée. On va encore nous apporter quel discours. Parce que normalement, le peuple souffre il y a 2 ans. Le peuple d'abord, le peuple ne se retrouve pas. Jusqu'à ce moment, s'il faut qu'on parle même de l'énergie électrique, il n'y en a pas. S'il faut qu'on parle de l'eau potable, il n'y en a pas. Le marché central est bloqué, il n'y a pas de boulot, il n'y a rien qui marche au Congo. Donc, au président de la République de voir vraiment ce qu'il peut faire pour que nous puissions être bien servis. Et si, selon vous, aujourd'hui le président de la République vous appelle et vous demande de faire un choix sur ce poste? C'est sûr que je ne vais pas le faire sur le média parce qu'il y a possibilité pour moi de rencontrer le secrétaire général Kabouya, le président Aïe Kabouya. Mais le secrétaire général a dénigré, il a désavoué pour dire que la nomination du Premier ministre, ils ne sont pas concernés, les gens de l'UDPS. Et si vraiment c'était vous en personne avec le président? Mais c'est ce que je dis. Ouais. S'il faut le faire, je veux le faire au service du président ou chez le président. Je ne peux pas me permettre réellement de donner mon point de vue ici concernant réellement le nom. Mais le critère, j'ai tenté de le faire. Je vous fais voir le critère. Il y a une dimension du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État que nous devons réellement respecter. On ne doit pas se permettre de faire croire à l'opinion que moi, Diabanza, je suis le plus intelligent ou le plus écouté chez les chefs de l'État pour vous dire que ça sera un tel, pendant que je ne le sais pas. Merci beaucoup. Il y a eu un problème de cahier des charges. Mais il y a un élément qui m'a réellement, qui a retenu mon attention quand vous étiez en train d'introduire votre question. Vous avez dit rien ne marche. Effectivement, oui. Le courant et autres. Vous avez totalement raison. Mais il y a un élément de taille quand on est en train de parler de la République. Je l'ai dit tantôt. L'homme politique, c'est le médecin de la société. C'est le médecin de la société. Quand vous êtes en train de voir notre pays, vous devez comprendre que nous venons de quelque part. Il y avait un régime de prédation. Quand je dis prédation, un régime qui s'est accaparé de richesses et de tout de la République démocratique du Congo. Et l'avènement de Félix au pouvoir, c'est déjà pour nous les commencements de notre libération. Pourquoi? Il arrive au pouvoir sans coup de balle. Tous les régimes précédents, en dehors de Kassavubu, sont arrivés au pouvoir grâce à l'argument de la force. Mais cette fois-ci, celui qui arrive au pouvoir, il arrive grâce à la force de l'argument. C'est déjà un départ. Et lorsqu'il arrive au pouvoir, il vous dit et il vous promet que je veux déboulonner ce système de prédation. Et c'est ce qu'il est en train de faire une fois de plus sans coup de balle. Et moi j'estime
Nous sommes dans l'obligation tous, vous, professionnels de médias, nous, politiques, de faire voir à notre peuple qu'il y a de l'espoir. Et de l'espoir, pourquoi? Parce que pour une première dans notre pays, moi j'ai commencé la politique, ça fait longtemps, mes amis me le disaient, c'est impossible en Afrique d'arriver au pouvoir sans armes. Et nous, on a créé un parti en 82 avec le père fondateur, Tshisekedi, dont vous venez de citer, sans armes, et nous sommes arrivés au pouvoir 37 ans après. J'estime qu'il y a un lueur d'espoir. Et grâce à cet espoir, nous tous, nous devons nous lever comme un seul homme et de se poser aussi la question de savoir, dans le contexte actuel, si je suis congolais, que dois-je faire pour la République? C'est ce qu'il faut faire. Si je suis congolais, que dois-je faire pour la République? Une très belle question pour tous les citoyens congolais. En fait, pour synthétiser dans quelques secondes seulement, il y a eu un problème des cahiers des charges par rapport à l'adhésion dans l'Union sacrée. Est-ce jusqu'à présent ce dossier des cahiers de charges est vraiment respecté pour qu'on n'ait pas de problème avant même la nomination du Premier ministre, ou il y a encore des magouilles qui se préparent encore en coulisses? Non, le problème était déjà résolu, on a attendu, c'est tout à fait normal, dans le cadre d'une famille, même dans un couple très amoureux, entre femme et homme, il arrive de fois qu'il y ait de problèmes. Cela ne veut pas dire qu'il y aura nécessairement rupture. Et il y a un adage de chez nous qui dit que Koswana eza pilipili ya bolingo. Donc j'estime quelque part, là où il y a de gens, il y a toujours de problèmes. Mais la force réside dans cette dimension de savoir surmonter vos problèmes. Et dans le contexte réellement de l'Union sacrée, c'était tout à fait normal. Chacun d'entre nous devait réellement définir son ambition, et par rapport aux ambitions, il y a eu débat sur la table, et par rapport au débat, comme le principe est établi, et les principes que nous sommes en train d'établir est tout à fait différent du contexte passé, chacun d'entre nous se retrouve et on avance. Et l'élément essentiel qui doit déjà confirmer ce que je suis en train de dire, c'est l'élection du bureau de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Avant que je donne la parole à Madame Abigail, je tiens à signaler que les autorités urbaines compétentes qui nous suivent, la population des communes voisines, Bumbu et Ngiringiri, sont en train de déplorer l'instabilité de l'énergie électrique et pourquoi pas de l'eau potable. Il y a aussi un problème qui se base au niveau de l'avenue Chaba. La circulation n'est plus facile parce que la route n'est pas en bon état. Donc si nous ne tenons pas à résoudre, à la réhabilitation de cette avenue, nous devons nous attendre aux accidents mortels de cette avenue. Madame, vous avez la parole. Monsieur Diabanza, hier, conférence de presse de Martin Fayulu. Pourquoi il a dit on ne peut pas organiser des réformes avec les institutions illégitimes? Je ne saurais pas pourquoi il l'a dit, mais s'il faut tenter de décrypter, je sais que l'essentiel des speeches de Martin Fayulu, c'est pour des objectifs à caractère politicien. C'est un politique qui s'est dit, il y a deux intérêts qui doivent nécessairement défendre, les intérêts de foi personnels, de foi partisans, qui n'ont rien à voir avec les intérêts de la République. Et ce que je remarque avec lui, s'il faut un peu conclure par rapport à la petite question, il est en déphasage avec la réalité sociopolitique de notre pays. Hier, il l'a dit que Tshisekedi seront en difficulté de rompre avec Kabila. Et il était en train de dire, c'était sur la place Sainte-Thérèse, le jour où ça va réellement arriver, je vais tendre la main à mon frère, c'est comme ça qu'il a appelé, Tshisekedi, pour que nous puissions voir dans quelle mesure nous pouvons changer les choses. Aujourd'hui, la chose arriva, et quand la chose est arrivée, en mal de positionnement, incapable de faire le bon diagnostic du contexte sociopolitique, il se met en déphasage. Et il a encore dit Kabila et Félix jouent les jeux de ping-pong. Si vous le suivez très bien, vous remarquerez qu'il y a beaucoup de contradictions dans ce qu'il dit. Et vous remarquerez, comme je le dis réellement par rapport à ma conclusion, qu'il est en déphasage du contexte socio-politique. Il dit dans son propre discours, Kabila, politiquement aujourd'hui, n'existe plus. Mais hier, il était en train de dire, c'est Kabila qui dirige le pays. Aujourd'hui, il change de discours pour vous dire, c'est Kagame qui dirige le pays. Demain, il vous dira, c'est Amer qui dirige le pays. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas capable d'établir le bon diagnostic. Kabila n'est pas mort, il est mort politiquement, mais il est prêt
à subir tout le coup, parce que pour lui, il doit garder son influence. Mais il garde son influence pour quoi faire? Parce que politiquement, tu reconnais toi-même qu'il n'existe plus. Et qu'est-ce qui a fait? Et qui a fait que politiquement, Kabila ne puisse plus exister? Donc il est en difficulté quand il parle de ping-pong et autres, parce que même dans le même speech, il y a de contradictions. Il est difficile pour nous réellement de saisir l'idée qui sous-tend à son discours, parce que, moi je vous l'ai dit, il est en difficulté de se positionner par rapport au contexte. Et il ne doit attendre que 2023. Merci beaucoup, M. Diabanza, pour votre façon de décrypter quelques points de l'actualité. Il y a eu deux policiers qui ont exécuté le meurtre de M. Chebeya, qui ont essayé de dévoiler certaines vérités pour dénoncer quand même les noms des commanditaires qui les ont envoyés, qui ont essayé d'organiser cet assassinat. Selon vous, on est en train de réclamer la réouverture de ces projets, de ces procès plutôt. Comment est-ce que vous trouvez ça? Je crois, dans le contrat social, la justice vient nécessairement résoudre des frustrations. Parce que nous devons réellement éviter que la résolution de conflits soit une affaire individuelle. Le Léviathan ayant le monopole de la violence légitime entre ses mains, il s'est dit, quand il y a des problèmes conflictuels, il est important réellement de voir dans quelle mesure il faut harmoniser les points de vue afin que la position de l'État triomphe toujours. Par rapport à ces procès, je crois les victimes ou les familles des victimes n'ont pas trouvé gain de cause. Et je crois aussi les révélations qui viennent encore de renforcer la position de famille des victimes nous laissent tous dans la position de croire qu'il doit y avoir une ouverture de procès. Et pensez-vous que réellement, pensez-vous réellement que les noms que ces policiers plutôt ont essayé de dévoiler, s'ils sont vraiment des poids lourds politiques, par exemple, congolais, pensez-vous qu'ils seront vraiment jugés comme il est faux? C'est la justice qui va réellement déterminer. Nous sommes au Congo. Nous ne sommes pas au Congo-Brazza ou au Rwanda. Nous sommes au Congo. Et au Congo, on a déjà vu de poids lourds faire la prison. Kamer est en prison pour raison des détournements. Et à part Kamer, qui d'autre? Lobota, Foner. Lobota, Foner, ok. Abdallah, RVA. Il y en a plein, mon frère. Il y en a plein. Et pas plus tard que ça doit faire 4 jours. Blattner il a été condamné à 20 ans de prison en appel. C'est né qu'au Congo qu'on voit tout ça. Donc, on le voit pourquoi? Parce qu'il y a une volonté ferme par le chef de l'État de rendre la justice congolaise indépendante. Et pourquoi est-ce que tout ce temps, les poids lourds politiques n'étaient pas arrêtés, traduits en justice? Tout ce temps, c'était quoi? C'était lié réellement à l'orientation de l'homme politique congolais. Et je crois s'il y a eu rupture entre nous et le FCC, pendant que c'est pour la raison principale, c'est qu'ils ont voulu que nous puissions maintenir la même position de gestion que les 18 ans passés. Et comme ils sont restés nostalgiques, c'était tout à fait deux perceptions diamétralement opposées de la gestion étatique. C'est ce qui a fait que nous puissions rompre. Merci beaucoup. Aujourd'hui, il y a réellement une autre orientation. Merci beaucoup. Madame Abigail, vous avez encore la parole. Monsieur Diabanza, la conférence de presse de Martin Fayulu d'hier, Martin Fayulu dit que pour le gouvernement de l'Union sacrée, le peuple ne va pas se retrouver parce que les caciques de l'ancien régime vont revenir sûrement. Je lui dis, Martin, vous devez savoir que le poisson commence à pourrir par la tête. Aujourd'hui, il y a à la tête de la République une volonté ferme de vouloir changer les choses. Il y a un autre élément que les gens n'ont pas l'habitude de voir. Félix Tshisekedi est le fruit d'un combat, est le fruit de l'interaction de beaucoup de forces, de gens qui sont venus de Kisenso, de Kasumbalesa, de Kabea Kamwanga, de Lumbi, de Kimpese, de Mbandaka.
Et le président Félix, personnellement, il connaît le gens de tous les coins de la République. Tous ces gens-là ne sont pas ministres. Tous ces gens-là ne deviendront jamais PDG ou DG. Ces gens-là comprendront qu'il y a changement lorsqu'il y aura deux réformes qui va permettre, par rapport à ce qu'il était en train de dire, de sentir que dans le panier de la ménagère, il y a changement. Et tous ces gens-là, que le président Félix connaît personnellement, rappellent au président de la République leur misère. Et le président est dans l'obligation de travailler pour le changement de la République parce qu'il n'y a pas suffisamment de postes pour donner à tous les combattants de l'UDPS. Seul le changement peut nous permettre réellement, Congolais de l'UDPS, de se retrouver. Et il est dans l'obligation de le faire. Il reste l'esclave du travail pour le changement quant à son parcours politique, quant à là d'où il vient. Il est dans l'obligation de le faire. Et moi je crois, si Martin Fayulu s'est dit qu'il n'y aura pas changement, moi j'ai dit aux Congolais, avec l'avènement de l'UDPS au pouvoir, il y a déjà changement. C'est un départ, c'est un nouveau départ. Et l'union sacrée, dans le cadre de la gestion aussi, c'est un nouveau départ. Merci moi beaucoup. j'estime, il y a aussi, ça aussi c'est pour Martin Fayulu, à l'UDPS nous avons une approche systémique. Quelle est cette approche? Nous avons l'habitude de dire chez nous, être cadre, c'est une charge et non un privilège. Les pères fondateurs qui ont créé l'UDPS ont défini notre philosophie de gestion dans la logique du pyramide renversée. Cela veut dire on gère avec la base, pour la base, et le pouvoir étant... On gère avec la base pour la base, mais le gouvernement actuel, les gens de l'UDPS n'ont pas été à la hauteur pour écouter la base. Parce qu'ils n'ont rien fait en faveur de la base. Ils n'ont rien fait en faveur de la base. Mon frère, est-ce que vous avez la possibilité réellement, en partant de chez nous, dans nos maisons, dans nos salons, d'être capable réellement de juger l'action d'un ministre? C'est difficile. C'est au président de la République et au chef du gouvernement de savoir qu'a fait le ministre par rapport aux objectifs qui a été définis en amont. Et j'estime que les gens doivent comprendre que l'approche systémique va permettre à résoudre beaucoup de choses. Vous l'avez vu déjà, l'exemple de Vital Kamerhe est très éloquent. Nous l'avons applaudi de l'autre côté de l'échangeur, le jour où on était en train de lancer le programme de 100 jours. Des 100 jours, le programme. Mais le jour où le président était en train de circuler pour contrôler les travaux qui étaient en train d'être faits, on a crié aux voleurs. Et à cause de cette clameur, la justice s'est saisie du dossier. Et j'estime aussi que les gens doivent comprendre que vous soyez Bati, que vous soyez Mende, que vous soyez Moïse Katumbi ou Bemba, nous sommes là, l'engagement de l'UDPS ne va pas faillir. Et nous allons réellement demander à notre peuple, à chaque fois que nous allons remarquer que quelqu'un est en train de s'enrichir illicitement, nous devons descendre dans la rue pour que du clameur, le procureur puisse se saisir du dossier. Merci beaucoup. Nous chutons déjà vers la fin de ce magazine. Bien avant cela, nous avons notre premier et dernier point, voulais-je dire, les enquêtes tout autour des détournements qui s'opèrent au niveau de l'UGF. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est une façon de touffer d'autres personnes qui veulent vraiment travailler? L'UGF enquête à pas mal partout. Je ne sais pas. C'est ça même l'état des droits? C'est une façon de fatiguer les gens ou c'est quoi au juste? L'IGF n'est pas une invention du président Félix Tshisekedi. L'IGF, c'est une structure qui existait depuis belle lurette. Mais il s'est fait que quand Matata Mponyo est arrivé, et avant lui Adolphe Muzito, ils ont pris des arrêtés qui devaient réellement interdire à l'IGF de foutre son nez dans le structure à caractère financier. Okay. Et c'était voulu. C'était voulu pourquoi? Parce qu'il se disait tout devait se faire réellement comme si on était sur du beurre. Mais quand le président Félix est arrivé, caractérisé par ce besoin de transparence. Pourquoi la transparence? Aussi longtemps qu'il n'y aura pas de transparence, le peuple ne va pas adhérer dans le politique public. Pour qu'il y ait adhésion
de nos populations dans la politique publique, il faut nécessairement le rassurer. Le meilleur moyen de rassurer nos peuples, c'est de leur faire voir qu'il y a désormais transparence dans la gestion. Et l'IGF, dans son travail, il est en train d'enquêter. Seuls les voleurs ont peur de l'IGF. De la même manière, les sorciers n'aiment pas les églises. Les voleurs ont peur de la justice. Et s'il faut revenir un tout petit peu en arrière, on a eu le procès et les dossiers plutôt de l'UGF tout autour du projet Bukangalozo. Mais jusqu'à présent, les victimes ou les intéressés, parce qu'il paraît qu'il y avait une somme, une grosse somme détournée. 285 millions, 80 millions okay, investis dans le projet, 205 millions distribués entre les individus. Entre les individus. Jusqu'à présent, c'est quoi le sort de ces individus-là? Les dossiers est déjà entre les mains de la justice, c'est sûr qu'ils vont répondre. Et ceux-là qui sont accusés par rapport au dossier auront à se défendre. Et c'est ça l'état de droit. Et ils auront à se défendre devant les instances judiciaires. Jusqu'à présent, les dossiers Bukangalozo dans le main de la justice, mais il y a encore un autre qui s'ajoute encore avec le PST, avec le ministre Willy Bakonga. Je ne sais pas comment est-ce que vous trouvez cela. Ils iront en justice. Ce qui est bel et bien vrai, je viens de le dire tantôt, le Congo était géré comme un gang. Quand on me donne un poste de responsabilité, je me dis directement, ah voilà, chancelo au Pamba. S'enrichir. Et dans nos familles, ça se disait, c'est ton tour. Et il s'est dit même dans la société, dans nos quartiers, dans nos cités, tu as été ministre, si tu reviens encore à ma tête, on te dit, ah, Yousa Zoubé, ministre au Bongité. Je crois que nous devons réellement mettre fin à cette manière-là de voir la gestion de la République. Et c'est ce que l'IGF est en train de faire pour aider réellement le président Félix à dénicher dans tout le coin de la République les détournements. 15 millions par-ci, 6 millions par-là, 57 millions, ben non, on en a marre. Et comme Zolo Bambi l'a dit, 15 milliards de pertes chaque année. Merci beaucoup. Je tiens à signaler à nos téléspectateurs et fans de ce magazine que la semaine prochaine, ça sera le lundi, je reçois sur ce plateau M. Alain Moubenga, l'OPA de l'UDPS. Il sera avec nous sur ce plateau dans un grand débat très chaud avec lequel on pourrait encore faire le décryptage de l'actualité socio-politique. Je donne la parole à madame et puis on va finir le numéro d'aujourd'hui. Monsieur Diabanza, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi l'Assemblée nationale actuelle est allée voir le cardinal Moussengo? L'Assemblée nationale ou le bureau de l'Assemblée? Les bureaux de l'Assemblée. Il y a eu quelques membres du bureau qui se sont déplacés, ou le bureau tout entier. Je crois que c'est une question qu'il faut poser réellement au président de l'Assemblée. Et même quand je l'ai suivi, il a dit l'expérience de la personne. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience par rapport à notre pays. Et Moussengo aussi, c'est un ancien parlementaire. Il a géré le Parlement, la conférence nationale et le Parlement qui a suivi la conférence nationale. Je crois, compte tenu de son expérience, c'est tout à fait normal que les actuels animateurs de l'institution Parlement, de l'institution Assemblée nationale, puissent se déplacer vers lui. Et je crois aussi que ce n'est pas une personnalité de moindre. Donc il y a plusieurs raisons selon Mbosso Kodia, le président de l'Assemblée. Merci beaucoup, merci. Je dis encore merci à tous ceux qui nous suivent. Monsieur Diabanza, votre mot de la fin, qu'est-ce que vous pouvez donner comme mot de la fin pour le futur gouvernement, pour le président de la République et aussi pour votre parti, l'Union de la démocratie et les progrès sociaux? Je commence par le Congo, je m'adresse en premier aux Congolais, je leur dis, ne vous posez pas beaucoup plus la question de savoir qu'est-ce que l'État fait pour vous, mais posez-vous plutôt la question de savoir qu'est-ce que tu fais pour l'État. La République, c'est un patrimoine commun. C'est une structure qui a besoin de tous nos efforts. Nous devons réellement nous lever comme un seul homme, voir dans quelle mesure nous devons faire de ce pays un pays qui sera plus beau que les États-Unis d'Amérique. À l'UDPS, je dis, nous sommes le plus grand instrument privé qui a été capable réellement de faire le preuve de constance, d'intégrité et de honnêteté. Je suis d'avis qu'aujourd'hui, il peut y avoir de petits problèmes au sein de notre parti. Mais toutefois, si nous sommes habités par l'esprit de père fondateur, l'esprit Tshisekedi,
qui a été capable réellement de se priver deux intérêts à caractère partisan et des intérêts égoïstes pour faire de cette structure ce que nous sommes aujourd'hui. Je suis d'avis que nous serons réellement le parti du millénaire. Je dis merci à vous, à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Je dis merci à l'ingénieur Loubaki, à Guy Monge, les caméramans, et pourquoi pas au DG Pierron Guindou et la dame qui a été avec moi, Abigail, sans oublier notre invité du jour, M. Diabanza. Vous et nous, la suite au prochain numéro. J'ai dit bien le lundi, je reçois sur ce plateau Alain Moubenga, OPA de l'UDPS. Je vous dis au revoir. Pour parler en votre faveur, vous avez réussi. Que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant.